I knew that I had to go. I thought that I forgot. Move a little faster. So give me a sign, baby. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième saison du Podcastologue. Nous sommes dans l'épisode 24. Je suis avec mes amis qui sont très en forme aujourd'hui, Bruno et Philippe. Salut à vous deux. Salut. Salut à toi. Alors, on a fait quelques petits réglages parce que j'utilise aujourd'hui pour cet épisode le nouveau Shure SM7DB avec son préampli. Et je vous expliquerai un petit peu les petits réglages qu'on a dû faire. C'est assez intéressant. Ouais, ça donne envie. Oui, mais là... Ah, voilà. Quand je vous dis qu'ils sont en forme, quand je vous dis qu'ils sont en forme. Mais il est toujours normal d'avoir à régler des petites choses au départ. Alors, mais c'est drôle parce que nous, quand on arrive, c'est déjà tout réglé. C'est normal, vous avez toujours le même micro. Ouais. Pas faux. Ah, vous voyez. Bon, alors... Il y a peut-être une leçon à prendre. Il y a peut-être une leçon à prendre. Mais de toute façon, comme on va faire gagner des micros, à la fin, je vais me départir de ce beau matériel. Alors, chers amis, on va quand même démarrer cet épisode. Cette saison qui se poursuit avec notre partenaire Edisound, qui assure la visibilité des podcasts via des players placés stratégiquement sur des sites web. Et puis, Shure, qui a la gentillesse et la délicatesse de m'envoyer des micros pour que je puisse les essayer aux grandes dames de mes amis Philippe et Bruno. D'ailleurs, à propos de vous, Philippe et Bruno, dans l'ordre ou dans le désordre comme vous voulez, quels sont vos sujets ? Je sens qu'il y a des coups de Trafalgar dans ces sujets. Ah, Philippe, allez. Non, mais moi, j'ai reçu aujourd'hui la newsletter de Matt Degan, qui est un futurologue comme l'est à peu près James Cridland. Ils sont les deux un peu reconnus. Ils sont tous les deux d'Angleterre et ils ont suivi la radio depuis très longtemps et maintenant le podcast de très près. Et Matt fait un super post et je voudrais vraiment qu'on en parle ensemble parce que c'est vraiment les questions que je me posais moi quand je pensais à YouTube qui allait inclure son flux RSS. Toutes les questions que ça pose derrière. Et là, il a fait un post aujourd'hui. Je vous invite vraiment à aller vous abonner à ça s'appelle Matt on Audio. C'est sur onaudio.mattdegan.com. On le mettra peut-être dans le lien. Et on le mettra. Son dernier, c'est Posting Podcast to YouTube. Super intéressant parce qu'il décrit vraiment de A à Z pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller sur YouTube, pourquoi c'est quelle est la différence entre YouTube et YouTube Music. Et ça, j'avoue que moi, là, j'ai appris un truc. Je ne sais pas tout, heureusement. Et en fait, derrière, surtout, pourquoi aller sur YouTube et comment y aller pour être efficace. Et ça, j'avoue que c'est un super long article qui vaut le déplacement. J'hésitais même à en faire une version française et à demander l'autorisation à Matt de le faire, tellement c'est exhaustif et il va très loin jusqu'à même nous montrer à quoi ça ressemble quand on ajoute un flux RSS sur YouTube. Parce que dans certains pays, c'est dispo. Et ça sera dans Podcast Magazine 4? Peut-être le 3 même. Ah ouais? OK. Vu que j'ai pris du retard. Parce que comme l'avantage d'avoir pris un petit peu de retard. Non, mais faut pas être méchant, parce qu'après, faut pas s'étonner quand les autres te renvoient le bâton. L'avantage d'avoir pris un petit peu de retard dans ce podcast Magazine 3, c'est qu'il peut ajouter plein de sujets d'actualité, mais quasiment dernière minute. Ouais. Exactement. Et ceci dit, je dois vous dire, messieurs, et je dois battre ma coulpe, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'expression, vous irez chercher ça sur Internet. Mais je viens cette semaine de finir le podcast magazine numéro 2. Chapeau, parce que moi, j'ai même pas fait de terminer. Bah normal, t'es tellement à la télé que je peux même pas le prendre. Philippe, il faut alléger la formule. Il est trop riche, ce truc. Je viens de le terminer. Non, mais je vous jure, c'est quand même, c'est comme un bouquin, Au fond, j'ai l'impression d'avoir terminé un livre. Et j'ai découvert dans les toutes dernières pages, et je te jure, Philippe, je viens de découvrir qu'il y a une page entière sur le podcastologue dans le podcast magazine. Je ne l'avais pas vue. Alors, je vais quand même être gentil avec toi parce que c'est vraiment sympathique d'avoir pensé à nous offrir une page de visibilité dans le podcast magazine. Merci, Philippe. C'est ce magazine, je le redis et je le pense sincèrement. Bien sûr, tu m'as un petit peu acheté avec cette page de publicité. Maintenant, je me sens un petit peu contraint. Mais la vérité, c'est que ce magazine, c'est vraiment l'équivalent d'un guide, d'un bouquin, de
d'un recueil de conseils, d'un moment de plaisir dans l'univers du podcast. Je le dis sincèrement, et c'est pour ça qu'on attend avec impatience le podcast magazine numéro 3. Mais merci encore pour ce contenu qui est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Bruno, je veux pas te lancer trop vite sur la glace, mais toi aussi tu vas parler de YouTube, c'est ça? Ouais, ben je vais probablement ajouter aux propos de Philippe parce que ça va déjà être très plein. Mais c'est un petit rappel pour les gens qui justement à l'heure actuelle publient sur YouTube en version audio. Et puis aussi, je vous parlerai d'un petit outil qui vient d'être lancé par une boîte allemande. Tu sais, quand vient le temps d'enlever du son, de travailler des fichiers sonores, on a beaucoup parlé de Adobe Podcast et d'autres outils. Ben il y a un nouveau qui arrive, qui lui est spécialement fait pour les musiciens, mais qui fonctionne très bien pour le podcast parlé également. Alors, j'en parlerai un petit peu plus tard. On n'aurait pas assez d'outils pour dénoiser ou pour nettoyer les pistes. Non, mais ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de bruit pendant qu'on enregistre, puis après, on passe ça dans les machines. Le bon conseil pour tous ceux qui veulent faire un podcast, faites du bruit. Faites du bruit, qu'on vous entende. Bruno Guglielminetti, 25 ans de réalisation. Faites du bruit quand vous faites c'est bon, ok, on va prendre ce conseil. Bon. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle est tellement bonne qu'on peut faire du bruit. On fait ce qu'on veut, tout est corrigé. Non. Ce que vous enregistrez, c'est ce que vous avez, ne l'oubliez jamais, quoi qu'on vous dise. Bon, ben, je suis content de savoir que vous m'écoutez. Allez, on y va. N'oubliez pas que durant cette saison, on aura le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous faire gagner 2 micros Shure dans un concours que je vais lancer très bientôt. Avant qu'on rentre dans vos sujets qui m'ont l'air éminemment intéressants, je voudrais qu'on parle rapidement du Paris Podcast Festival auquel tu étais, Philippe, et dont tu t'es sauvé avant que je ne puisse te saluer et te dire au revoir. Alors je le fais maintenant. Merci d'avoir répondu à mes messages en te demandant « mais tu es où ?» un petit retour sur le festival. Donc 4000 personnes répertoriées par l'organisation, ce qui est quand même un beau succès. Moi, ce que j'ai aimé du festival, c'est qu'il y avait quand même d'abord, encore une fois, beaucoup de sujets intéressants. Le volet documentaire, il y a eu beaucoup de choses sur le podcast documentaire. J'ai aimé ça, évidemment. C'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement. J'ai trouvé que le fait que le festival soit légèrement moins fréquenté que ce qu'il avait été l'année dernière était plutôt une bonne chose. Évidemment, j'imagine que pour la question financière, ça allait peut-être pas tant que ça, mais je me souviens que l'année dernière, on avait fait la queue à l'entrée de certaines salles, que beaucoup de gens n'avaient pas pu rentrer dans certaines salles, donc ça rendait les choses un peu moins agréables. Là, ça l'était beaucoup plus, les salles étaient tout autant remplies, mais on se faisait pas, en tout cas des gens se faisaient pas refouler à l'entrée de certaines salles, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment agréable. Le festival a été encore une fois très riche, très dense. J'ai trouvé sur 2 journées évidemment très complet. Moi j'ai beaucoup aimé notamment les prix qui ont été décernés. J'ai trouvé que les prix étaient décernés vraiment à d'excellents contenus. Il y avait vraiment eu un travail du jury qui était assez remarquable. Je sais pas toi Philippe, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette édition? Écoute, moi c'est obligatoirement une édition personnellement en demi-teinte d'une part parce que le magazine n'est pas sorti, que l'année dernière on avait notre librairie, qu'on était très présent et que c'était sur 3 jours. La version pro, je pense que elle a été intéressante parce que on était entre professionnels et que ceux qui se connaissaient c'était plutôt bien. Toujours le même problème quand on connaît pas les gens et qu'on est au Paris Podcast Festival Pro, c'est très compliqué de pouvoir networker. Donc toujours pour moi ce même petit souci. Après pour le Paris Podcast Festival, en effet, on avait l'impression d'avoir moins de gens qui attendaient, mais aussi pour une bonne et simple raison, c'est que tout était payant. Quand c'est gratuit, il y a souvent la queue. Là, tout était payant et je pense que financièrement, le Paris Podcast Festival s'en est justement bien mieux sorti parce que tous ceux qui étaient dans les salles ont payé ou étaient partenaires d'une manière ou d'une autre, mais pour en avoir parlé avec Thibaut, qui d'ailleurs a fait un geste très sympathique pour le Podcast Magazine, puisqu'il a quand même voulu que Podcast Magazine numéro 2 soit là, et je lui avais dit qu'on avait un problème de marge, parce que le libraire prenait, il a dit qu'il prendrait la différence sur les ventes et qu'il nous offrirait cette différence avec le Paris Podcast Festival, donc c'est à noter que c'est assez remarquable de sa part pour un petit... un beau geste de solidarité.
passer. Surtout quand on sait qu'ils ont Ouais, connu des exactement, difficultés et qu'ils ont dû se battre pour arriver c'est à ça. boucler le budget cette année. Moi, je pense que le Paris Podcast Festival, c'est un événement incontournable. Il faut qu'il arrive à perdurer année après année, à se structurer, à se réinventer, comme j'ai entendu dans un magnifique entretien que vous allez certainement entendre aussi par Monsieur Berthomé. Donc, je trouve que c'est un événement qui mérite d'exister. Je pense qu'il mérite aussi d'être peut-être un peu plus ouvert en termes de catégories. Ne pas se limiter forcément à des catégories qui enferment un tout petit peu le podcast, mais une belle édition et plus court, c'était pas mal aussi que ce soit court. Et puis il y a beaucoup de choses qui se passent en fait en dehors du festival. C'est-à-dire que moi je suis arrivé à 23h dans un bar et il y avait plein de podcasteurs qui étaient là. Donc c'est aussi la réunion de ces podcasteurs en dehors du PPF et ça c'est aussi très riche. Toi, Bruno, tu fais beaucoup de manifestations, de festivals aux États-Unis ou à l'étranger. Est-ce que le fait que ce soit payant, c'est quelque chose de particulier? Tu l'as déjà rencontré? Moi, j'étais au Podcast Movement à Denver. C'était pas payant. Par contre, le billet d'accès, c'est de mémoire $1,000 US ou plus ou moins. Donc c'est quand même très cher. Faut se dire ce qui est. C'est peut-être méchant à dire, mais ça assure la qualité de l'auditoire. Ou un événement et c'est pour ça que, effectivement, comme Philippe l'a dit, c'est une bonne nouvelle pour les organisateurs parce qu'ils sont rentrés dans leur argent, ça c'est une bonne chose. Mais l'idée, c'est que les gens qui sont dans la salle et les gens qui participent aux différentes activités, ce sont vraiment des passionnés parce qu'ils sont prêts à sortir de l'argent de leur poche. Alors pour ça, moi je trouve que c'est intéressant, mais effectivement, donc c'est probablement moins abordable. Probablement qu'avec l'expérience qu'ils ont eue cette année, peut-être qu'ils vont moduler et il y a peut-être certaines activités qui ne seront pas payantes, puis d'autres. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une fenêtre là, dans laquelle ils peuvent jouer. Moi, je dois dire que c'est quand même surprenant qu'ils aient rempli parce que toutes les salles étaient quasiment pleines. Mais tout n'était pas payant, hein. Non, il y avait les gratuites. Tout n'était pas payant. D'ailleurs, c'est les gratuites qui étaient les moins pleines, je pense, étrangement. Mais c'est toujours comme ça, Philippe. Hein, c'est quand on paie pour quelque chose qu'on se rend. D'une part, et d'autre part, les sujets ou les intervenants dans les salles payantes étaient de très haut niveau. Donc, il y avait de l'intérêt, évidemment, pour y aller aussi. En effet, ça assure une qualité pour ceux qui participent. Et je trouve que en France, je dois remarquer que pour la France, je trouve que ils ont réussi à faire quelque chose de très bien parce que c'est très difficile de faire payer les gens en France et encore plus les podcasteurs qui ont très peu de moyens. Moi, je veux rebondir sur ce que tu disais sur la demi-journée pro, puisque c'est une demi-journée pro maintenant. Je crois qu'il y a une marge de progression. Tu l'as très légèrement souligné. C'est vrai que l'aspect réseautage, networking, il devrait être amélioré parce que au fond, on va dans cette demi-journée pro pour rencontrer d'autres professionnels. Alors, encore une fois, à Denver, au Podcast Movement, il y avait une application qui était excessivement bien fait où tu pouvais inviter directement d'autres participants à des meetings, soit des meetings de groupe, soit tu pouvais lancer toi-même un meeting de groupe en disant « moi je vais faire un meeting de groupe sur tel sujet » et les gens s'inscrivaient à ton meeting. Donc ça, c'est la version un peu de luxe, disons, mais je trouve que créer des petits ateliers ou des points de rencontre sur des sujets particuliers, ça pourrait être une version intermédiaire. On pourrait le suggérer à Thibaut, justement, de penser à donner un tout petit peu plus de jus à cette demi-journée des professionnels. Reste que c'était, et encore une fois, tu fais bien de le souligner, c'est un festival qui est incontournable, c'est un festival qui a un angle, je comprends ce que tu dis quand tu parles d'une certaine catégorie de podcasts qui sont des podcasts très sociétaux, qui sont très en pointe sur la culture, etc. Mais encore une fois, c'est une discussion qu'on a eue. Est-ce qu'un festival peut être à la fois en pointe, comme certains festivals le sont, Longueur d'onde ou d'autres, et grand public. Non, mais si on va là-dessus, enfin, t'as les festivals. Non, mais je sais. C'est difficile. Ça reste difficile. Le festival de Cannes, ça marche très bien. Oui, mais quand t'as du budget comme le festival de Cannes, tu peux. Mais c'est aussi, il y a aussi une prise de parti. Donc je dis pas que c'est bien ou pas bien. Je dis simplement qu'il manque un pan. Peut-être, de l'industrie. Il y a eu aussi. Une levée de bouclier sur certaines plateformes de gens qui ont boycotté le Paris Podcast Festival parce que ils se sont sentis un peu lésés du fait que c'est payant, et que surtout il y a eu des sélections de podcasts à l'intérieur
du concours qui apparemment ne rentrait pas dans le cadre légal des règles de sélection des podcasts, et notamment pour les podcasts replay ou les podcasts de stations de radio. Après ça, on trouvera toujours des gens qui sont contre. Moi, je défends toujours et défendrai toujours le Paris Podcast Festival, quoi qu'en disent les uns et les autres. Ceux qui ont tort, c'est ceux qui ne viennent pas. Et qui ne font rien. Bruno, il n'est pas venu. Alors, j'ai rien fait cette semaine-là. J'ai été ailleurs. Non, mais c'est différent. T'es loin. Attends. T'es en train d'en parler. Mais il faut aussi pour venir à Paris. C'est un point important. Je pense qu'il faut quand même redire que c'est un festival qui est porté à bout de bras par des gens qui passent un temps fou à l'organiser, qui ne deviendront jamais millionnaires avec ça et qui ne gagneront, et tu le sais très bien Philippe, jamais d'argent avec ça, qui suent sang et eau pour y arriver, qui ont connu une année de stress et je veux dire, je me fais pas le porte-parole du festival, mais on l'a senti quand même un peu la détresse au moment où il a fallu compenser des pertes de budget qui avaient certainement pas été prévues, et on a tous essayé de mettre la main à la roue ou la main à la pâte, prenez l'expression que vous voulez, pour que justement ces budgets soient là, parce que oui, je suis d'accord avec toi Philippe, imparfait, comme tous les festivals, comme tous les événements de ce type, mais quand même fait de plein de bonne volonté et aux résultats super positifs pour l'univers du podcast. On s'y est nouveau retrouvé, ça donne un coup de boost aux gens qui sont là. Bref, c'était quand même une occasion unique et il faut qu'elle se reproduise tous les ans. Bruno, tu voulais dire quelque chose ? Non, on parlera pas de l'étude CSA. Non, on parlera pas d'études CSA. Pourquoi ? Parce que le podcast est encore en baisse en France ? Non, l'étude CSA était positive cette année. Tu disais dans ta dernière. Ben oui. Non, très positive. Très positive, mais encore une fois sur un échantillonnage qui malheureusement est problématique. 218. On s'entend là-dessus. Non, on s'entend là-dessus. L'échantillonnage est problématique. Et ça, je pense qu'il va falloir à un moment donné que ça soit réglé. Ils en prendront un jour ? Mais en fait, j'ai l'impression que c'est une question de budget aussi. C'est que quand tu veux une étude qui est basée sur un très large échantillonnage, ça coûte beaucoup plus cher que sur un petit échantillonnage. Ça coûte cher et puis voilà. Et en plus, quelque part, qu'est-ce qu'on cherche ? Parce qu'on l'a fait nous avec les CSA aussi pour le salon de la radio. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à ce que les chiffres soient repris. Les gens, ils ne regardent même pas. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu des gens qui parlaient de ces chiffres après. Mais c'est pas bon pour la profession. Mais par contre, pour ceux qui ont utilisé les chiffres, ça leur donne à manger. Étant donné que on est dans une société où il faut que sans arrêt on donne à manger, feed the monster pour alimenter l'internet, toutes les études après sont basées sur ces chiffres-là et on ressort ces chiffres-là. Il y a la même problématique en radio avec CSA Research aussi qui fait des études face à médiamétrie. C'est ridicule, hein. On compare des petits pois avec des mangues. Et un dernier mot là-dessus parce qu'on va passer à autre chose, mais il faut quand même dire que, paradoxalement ou pas, ces chiffres-là sont validés par les autres études, sont en cohérence ou en cohésion avec les autres chiffres qui sont. Ah non, mais les thématiques sont, oui. Tu vois, je veux dire, il y a pas, on peut pas sûr. supposer que même si l'échantillonnage est extrêmement faible, les chiffres soient faussés parce que quand on regarde les autres études qui sont menées en Europe ou aux États-Unis, on est exactement dans les mêmes tendances, on est exactement dans les mêmes résultats. Ouais, sur ça, oui, sur tout ce qui est générique. En fait, ce qui moi je pense que ce qu'il faut amener, c'est que le podcast français mériterait une étude d'impact solide, de fond, avec un gros échantillonnage sur des thématiques variées, quelque chose qui soit pointu, qui permette d'avoir des résultats clairs, indiscutables, et pas que sur une année, parce qu'on sait bien que c'est pas d'une année sur l'autre qu'on évalue une tendance. Une tendance, on l'évalue sur plusieurs années. Pas en disant l'année dernière, il y avait 31%, cette année, il y a 32%, on est à la hausse. Non, on n'est à rien du tout quand on bouge d'1% ou deux dans un sens ou dans l'autre. Bref. Oui, t'as raison, faut nourrir aussi la machine, puis ça sert à beaucoup de gens pour faire de la promotion sur l'univers du podcast et dire que le podcast se porte très bien. Ceci dit, le podcast se porte très bien, alors ça justifie quelque chose qui existe vraiment. Donc on va pas s'en plaindre totalement non plus. Pour ton info, et ça fait partie des actualités quand même qu'il faut suivre, il existe 2 observatoires du podcast en France. Oui. Je sais pas si vous êtes au courant. Bah oui.
Ouais. Moi, je comprends pas d'ailleurs pourquoi les deux s'appellent l'Observatoire du podcast. Il y en a un qui est mené par l'Arcom et le ministère de la Culture, et puis il y en a un autre qui est par l'université de Panthéon qui s'appelle Opcast. Et qui est l'observatoire en fait du podcast et c'est deux choses différentes. Il y en a un, c'est avec le charisme qui est en fait derrière le CNRS, et avec Hervé Glevarec qui était un ancien qui a eu beaucoup étudié la radio et qui fait un observatoire du podcast, avec d'ailleurs une réunion qui a lieu en décembre, donc pour ceux que ça intéresse. Et puis après il y a l'observatoire du podcast par le ministère de la Culture et l'Arcom qui eux vont, donc il va y avoir des chiffres qui vont. Et l'Arcom a lancé un questionnaire d'ailleurs, si je me trompe pas, là j'ai vu passer quelque chose, l'Arcom vient de lancer une nouvelle consultation là. Oui, il y a une consultation qui est lancée. Donc tout ça pour dire qu'on risque d'avoir des chiffres dans le futur, voilà. Mais ça va mettre un peu de temps puisqu'on est quand même sur de la recherche avec le CNRS notamment. Mais intéressant à suivre en tout cas. Oui, tout à fait, intéressant à suivre. Alors messieurs, à propos de ce qui est intéressant à suivre, on va suivre vos sujets de la semaine. Alors on va commencer par le plus facile. Parle-nous de ta nouvelle solution de denoise ou de nettoyage de piste, Bruno, pour quand ton comment il s'appelle ton lapin derrière là, fait du bruit pendant que tu enregistres. Nabastag. Moi, je te dirais que le Nabastag est plutôt tranquille parce qu'il n'est pas branché. Beaucoup de bruit. Non, c'est beaucoup plus les assistants personnels qui se mettent à parler quand ils ont l'impression qu'on les interpelle ou que je parle du sujet en ondes. Alors ça, c'est plus délicat. Mais non, je voulais souligner aux auditeurs l'existence maintenant, c'est depuis la semaine dernière, a été lancé en Allemagne Tape It. Donc, T-A-P-E, autre mot, IT. Et comme solution de nettoyage de pistes, j'avoue que je trouve ça très intéressant parce que ça travaille, c'est pas que le bruit derrière, on cible aussi le sifflement, le bourdonnement dans le bruit de fond. Et je trouve que c'est un outil qui est fort intéressant. Évidemment, cet outil-là, et je vous dirais que c'est ça l'intéressant, cet outil-là, aujourd'hui, et pendant probablement une certaine période, est offert gratuitement sur Internet. Alors, vous pouvez, si vous faites une recherche, vous allez trouver rapidement, là, Tape It, et pour le moment, Denoise, D-E-N-O-I-S-E-R, il est offert donc gratuitement, mais il va aussi être intégré à une suite d'applications pour le son qui a été d'abord et avant tout conçu pour les musiciens, qui est le Tape It iOS, donc le système d'exploitation Tape It de la compagnie allemande. Et avec ça, vous avez un outil qui est assez robuste, plus robuste, je dirais, pour avoir fait des tests, là, je le trouve plus sérieux que celui qui est proposé par Adobe Podcast. Et qui a dérapé un peu pendant un temps d'ailleurs. Moi, je l'ai testé pendant plusieurs mois et à un moment donné, j'ai vu vraiment une dérape. Il était de moins bonne qualité. Là, Tape It, ce qu'il fait, c'est que, et comme tu dis, il s'adresse vraiment aux musiciens, mais il enlève les bourdonnements, mais il enlève aussi les sifflements statiques. Donc, vraiment un type de bruit de fond particulier. Et ils annoncent qu'ils donnent ils prétendent ou ils disent que on peut donner une sorte de qualité studio à nos enregistrements. Alors, je suis curieux de l'essayer. Tu l'as essayé, toi? Moi, je l'ai essayé, oui, avec des fichiers que j'ai envoyés à la fois sur Adobe Podcast parce que c'est devenu comme un outil. On en a tellement parlé, puis il y a des gens qui m'en ont parlé aussi, là. C'est devenu un peu l'outil de référence gratuit. Alors, j'ai fait le test et j'avoue que j'étais plus heureux et d'ailleurs surpris de la qualité de ce qui était offert par Tape It avec son denoiser que ce que je retrouvais chez Adobe Podcast. À noter quand même, c'est comme les services genre Good Tape. C'est marrant, le mot tape revient à la mode. Oui. C'est des services qui sont gratuits, bien sûr, pour qu'il y ait une base de données qui soit alimentée un maximum. Et quand ils ont plus d'1 million de bases de données de personnes, à ce moment-là, paf, ils passent en mode tarif. Oui, mais bon, pour le moment, ça vaut la peine d'être utilisé. C'est une bonne guerre, on le sait bien. Et parlant de ça, d'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse. La semaine dernière, j'étais à Seattle pour faire une entrevue, un reportage là, c'est chic. Chez Amazon. C'est chic. J'étais à Seattle, chez Amazon. Pendant qu'il y en a d'autres qui étaient à Paris dans un podcast festival. C'est vrai. Mais
Tout ça pour vous dire que c'était la première fois, en faisant des entrevues avec des gens qui étaient anglophones, c'était des Américains, je leur ai demandé la permission de les traduire, mais complètement en français. Et donc, en utilisant des outils, je pense que c'est Rask.ai que j'ai utilisé. Alors, j'ai carrément cloné leur voix et je les ai fait parler en français. Et c'était la première fois que je le faisais, parce que d'habitude, je faisais comme à la traditionnelle à la radio ou à la télé, c'est-à-dire que tu fais une transcription, tu fais enregistrer la voix par une voix de synthèse ou une voix d'humain, et puis après, tu mets les deux pistes une par-dessus l'autre. Mais là, ce coup-là, je l'ai demandé leur permission, parce que là, on riait pas. Alors, j'ai cloné leur voix, et je l'ai fait débuter leur réponse en anglais, et tout de suite après, j'enchaîne avec la voix en français de ces gens-là. En temps réel? Non, pas en temps réel. Je suis revenu à Montréal pour faire mon podcast. Là. D'accord. Mais j'avoue que c'était assez bluffant. Et les échos que j'ai eus des gens jusqu'à maintenant qui ont écouté mon carnet, ils étaient surpris. Et là, j'attends la réaction des gens avec qui j'ai fait l'entrevue parce qu'ils disaient oui, ça nous fait plaisir. Mais tu as vraiment l'impression qu'ils parlent en français. Alors, j'ai pas testé encore. Il y a aussi Canva qui vient de se mettre à l'intelligence artificielle et qui vient de faire une voice cloning aussi où on peut faire sa voix off directement avec sa propre voix pour faire ses présentations sur mais ça déjà, ça c'est avec sa propre voix, mais là, ce qu'il explique, c'est que c'est avec la voix de la personne. Mais attendez, c'est dans un outil là qui est grand public, qui est utilisé par des millions et des millions de personnes. Et donc, moi, y compris. Ça veut dire, et toi y compris. Non, mais ça veut dire à quel point c'est complètement rentré aujourd'hui et on reviendra pas en arrière. Mais sauf que la question que ça me faisait, c'est que moi, je le fais, puis j'ai pas de souci à le faire dans mon podcast, puis je le mentionne avant pour que les gens tombent pas en bas de leur chaise. Mais je me dis, à quel moment on va commencer à utiliser ça dans les radios en direct traditionnelles, en live. Ce qui est surprenant, et j'ai une question pour vous, c'est que les gens aient accepté sans discuter. La question que j'ai pour vous, c'est est-ce que quand quelqu'un accepte qu'on clone sa voix pour qu'elle soit doublée en français, puis seulement on conserve le timbre, sa voix, etc., et on la transpose dans une autre langue. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que cette voix-là, elle rentre dans la base de données? Pour l'apprentissage machine, oui, mais on l'utilise pas pour l'offrir à quelqu'un. Sauf contre-indication. Sauf si dans les conditions générales, il y a marqué que à terme, nous pouvons avoir le droit d'utiliser votre voix, même si elle a été clonée. Un peu comme les photos, faut pas se mentir. Les photos de Facebook, là, tout le monde saute sur Facebook, mais toutes les photos qu'on met sur Facebook, on délègue l'autorisation à Facebook de les utiliser dans tout usage, toute condition, etc. C'est quand même assez fou, ce qu'on tolère de. Oui. Puis tout le monde personne ne lit en fait en réalité. Donc donc Tape It, on mettra le lien. Ce sont des Allemands, donc est-ce que on tombe dans le cliché en disant ça va être bien fait, ça va être sérieux, ça va être carré. Les Allemands. Pour le moment, ça sonne carré. Ça sonne carré. Ok, on va essayer ça, on va écouter ça. Notre gros morceau alors c'est YouTube, c'est ça, c'est notre ami YouTube. Oui. Merci. Ça va faire plaisir. Non, mais c'est intéressant. Alors, on y vient. Et moi, avant qu'on commence ce débat-là, parce que ce sont souvent des débats. Oui, parce que vous le savez. Non, il n'y a pas de débat. Je le sais qu'entre vous, vous m'appelez l'ayatollah de l'audio. Je le sais très bien que vous parlez dans mon dos et que vous dites, oui, Berthomé, c'est l'ayatollah de l'audio numérique. C'est parce que tu te retournes, parce que tu es là quand on parle. Mais je tiens à dire que le jour où YouTube, et je pense qu'on y est, va faire sérieusement du podcast, c'est-à-dire de l'audio, et va donner la place à l'audio, et je pense qu'ils ont compris maintenant. On voit ce qui se passe avec la disparition de Google Podcast, machin. Donc ils sont vraiment en train de se lancer là-dedans. On va avoir un bénéfice certainement à court terme. Alors est-ce que c'est de ça dont tu vas nous parler, Philippe? Écoute, moi j'ai lu le papier intégralement. C'est rare de lire un papier intégralement qui fait quand même bien 10. On est quand même en 2023. Normalement, on lit le titre et le chapeau. Non, parce qu'en général, on lui envoie des courriels. Soit on sait, on fait en diagonale, soit on sait pas et ça nous intéresse pas, soit là, tu sais pas et en plus ça t'intéresse et en plus tu vas aller jusqu'au bout et en plus tu apprends des trucs jusqu'à la fin. Et c'est ça dont je voulais qu'on parle aujourd'hui parce que ça fait résonance à beaucoup d'échanges dont on a déjà parlé auparavant et où là, moi, j'ai eu des apports très intéressants. D'abord sur la différence entre YouTube et YouTube Music. Pour les podcasteurs, que j'avoue que je ne connaissais pas forcément, étant pas vraiment un utilisateur de YouTube. Et puis, le message de fin que Matt Degan fait dans ce papier, je rappelle, qui s'appelle « Posting Podcast
to YouTube. Et Matt Deegan, alors faut savoir l'écrire, hein, Matt Deegan, c'est Matt M-A-2-T, plus loin D-2-E-G-A-N. Et son site c'est onaudio.mattdeegan.com. Honnêtement, allez lire cet article si vous parlez l'anglais. À la fin, en gros, il dit c'est bien joli de dire que personne veut aller sur YouTube parce qu'on est podcasteur. Sauf que il y a plein de podcasteurs qui sont sur YouTube qui s'en foutent royalement de ce que c'est un RSS, et c'est ce qu'il dit à la fin. Et que eux, ce qui est important, c'est qu'ils se soient trouvés par les personnes qui les cherchent. Et qu'est-ce qui est le plus important au final? Est-ce que c'est que ça soit technologiquement puriste pour les podcasteurs, ou est-ce que ça soit que les auditeurs arrivent à nous trouver? Je lance la question, messieurs, allez-y, répondez. Moi, j'avais coupé mon micro. Alors, non, mais je veux pas faire tunnel cette fois. Non, mais c'est intéressant. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous donnes un peu plus de jus sur le contenu de l'article. En quoi podcast musique est différent? J'ai une petite idée, mais pour notre auditoire, ça pourrait être utile. En quoi podcast musique est différent YouTube musique? En quoi YouTube musique est différent de YouTube standard? Parce que j'ai l'impression qu'on partagent la même base de données. C'est ça, mais on s'en va vers une vraie différenciation entre les deux. Oui, parce que en fait, YouTube Podcast va faire partie de YouTube Musique. C'est-à-dire que les playlists podcast vont faire partie de YouTube Musique. Et pourquoi est-ce qu'il y a un YouTube Musique et un YouTube Podcast et un YouTube classique? C'est que YouTube Musique est fait pour plutôt être en mode d'écoute audio. Parce que c'est plus pour de la musique, pour des clips. Et d'ailleurs, ils ont des spécificités dans YouTube Music qui sont spécifiques à des nouvelles sorties d'EP ou de titres pour les musiciens, ce qui n'est pas le cas sur le YouTube classique. Donc ça veut dire que YouTube Podcast va se retrouver directement dans YouTube Music, mais on pourra bien entendu aussi nous trouver dans le YouTube classique, puisque en fait, la base de données foncièrement, c'est exactement la même. Mais l'usage est différent. Et c'est donc dans cet usage que c'est important de voir YouTube comme une solution. Mais après, ça pose un certain nombre de questions. Et c'est là où Matt Deegan va très très loin dans son analyse, puisqu'il nous montre dans des captures d'écran comment est-ce que aujourd'hui le flux RSS va pouvoir être ajouté. Et surtout la mention qui indique que vous devez indiquer un flux sans publicité dynamique. Et là, ça nous intéresse très fort. Ça veut dire que, en gros, et il l'explique dans son article, si vous voulez aujourd'hui pouvoir diffuser vos contenus proprement, quand je dis sans publicité, c'est publicité dynamique, mais les host reads sont autorisés. Déjà, ça complique la chose parce que ça dépend de l'hébergeur que vous utilisez. Si vous utilisez un hébergeur qui fait de la dynamique, mais uniquement pour l'ad insertion et pas pour le host read, vous êtes tranquille. Par contre, si vous avez un hébergeur qui vous fait de l'insertion dynamique pour vos host reads et pour votre publicité, ce qu'on appelle programmatique, c'est-à-dire qui est inséré automatiquement sans que vous sachiez quelle est la publicité, qui vient d'une sorte de panier dans lequel il y a X publicité et marché. Il y a de la place. Allez, on va envoyer ça. On va envoyer du BMW alors que le mec il fait un podcast sur les fleurs. Enfin bon, bref, peu importe. Et ça, c'est l'insertion totalement non contrôlée. Et donc, elle est quand même très intrusive. Et donc, ça veut dire que pour votre hébergeur, il va falloir maintenant faire attention à ce que si vous voulez aller sur YouTube, il faut que vous ayez un flux qui soit sans publicité du tout, un flux avec le host read, et un troisième flux avec en fait votre publicité host read plus. Donc voilà. Et exactement. Et c'est ce qu'il dit au final. Il dit au final que qui est-ce qui va payer tout ça? C'est le créateur de contenu qui se complique la vie à aller sur ces plateformes-là. Et donc quand le mec il est sur YouTube, il va avoir son flux RSS, il va pouvoir aller partout ailleurs et il s'en fout de savoir si les mecs ils sont abonnés à un flux RSS ou pas. Ça c'est des problématiques de podcasteurs. Et ça j'ai adoré cette approche-là parce que c'est un mec qui défend l'audio, qui est un amoureux de la radio, qui est un amoureux du podcast et qui concrètement explique qu'en fait on subit la chose et qu'on va continuer à la subir et que par contre, comme il dit dans le chapeau, c'est que Google en termes de stratégie a jamais été très bon parce qu'après Google Listen, après Google Play Music, après Google Podcast, maintenant ils se lancent dans YouTube Music pour faire du podcast. Est-ce qu'ils vont pas se planter aussi? Ça c'est l'autre question. Peu importe, puisque les utilisateurs de YouTube, les YouTubeurs qui, eux, font des podcasts, et pour eux, un podcast, ils s'en foutent si c'est filmé, pas filmé, ce qu'ils veulent, ils peuvent faire aussi des podcasts en audiogramme, mais en général, c'est des podcasteurs qui font... Et donc, il a fait une analyse aussi poussée derrière, pour terminer, et après, on enchaîne et on échange, si vous voulez, sur ça. Il a fait une étude sur les sites, les podcasts, des gros podcasts, qui font quand même beaucoup d'audience, et il les liste, et il dit, voilà, ceux qui font des audiogrammes,
quel est en moyenne le nombre de vues qu'ils ont. Ceux qui font de l'image fixe, voilà en moyenne le nombre de vues qu'ils font. Et il conclut par dire, si vous voulez vraiment performer sur YouTube, 1, il faut séparer vos flux. 2, il faut faire de la vidéo HD en bonne qualité et qui soit en plus intéressante à regarder, parce que sinon, de toute façon, vous ne seriez pas au niveau. Là où c'est intéressant, c'est que ça replace l'apport de YouTube dans le contexte de ce qu'est YouTube. YouTube, c'est devenu sur peut-être les 5 dernières années, une machine à faire du contenu d'une qualité qui est très différente de ce qu'elle était au départ. On sait que aujourd'hui, et j'en parlais récemment avec une amie qui est youtubeuse, qui a énormément d'écoute. Elle est dans le true crime et elle s'appelle Sonia Liu. Puis je lui passe un petit bonjour, Sonia. Et elle fait des vidéos qui vont jusqu'à 250, 300, 350 000 écoutes, 400 000 écoutes. Donc on est quand même dans le lourd là en termes de quantité d'écoute. Et elle me disait justement, moi, ce qui est important pour mon auditoire aujourd'hui, c'est le décor, c'est la qualité de la prise de vue, c'est la qualité du montage. Et elle me disait, ce sur quoi je travaille en ce moment et ce à quoi je pense pour améliorer justement la quantité de gens qui m'écoutent, c'est de travailler sur ces axes-là, parce que le contenu, il est là. À un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux donner en termes de contenu, mais elle me disait, plus je vais avoir un beau studio, plus je vais avoir de belles caméras, meilleur le montage va être, mieux je vais continuer à performer. Et ça, c'est quand même un élément clé. Et moi, c'est ce que je dis souvent quand on me dit, et on peut reparler de pourquoi pas la vidéo. En dehors de la question philosophique de gens qui se mettent à dire, je fais du podcast alors qu'en fait, ils font de la vidéo. Mais l'autre sujet, c'est, tu peux pas faire aussi bien de l'audio que de la vidéo. C'est deux choses qui sont très techniques et des techniques qui nécessitent tellement d'engagement d'un côté et de l'autre que si tu veux faire les deux, à un moment donné, tu vas devoir faire une concession sur un côté ou sur un autre. Et ça, c'est intéressant. Même si, bien entendu, les discussions comme celles qu'on fait aujourd'hui pourraient très bien être filmées et ça serait pas moins sympathique. J'apporte un dernier point. Oui, ça l'est quand on se regarde. En plus, c'est vachement cool. Mais j'apporte un dernier point à votre réflexion là-dessus. C'est que je sais plus si c'est sur YouTube Music. Non, je pense que c'est sur YouTube même. YouTube a testé l'écoute de YouTube avec l'appli fermée. Tu sais qu'il n'est pas possible de continuer une écoute si YouTube Premium. Non, ils l'ont testé hors YouTube Premium dans certains pays. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils réfléchissent à l'idée que quelqu'un qui aurait un flux RSS de podcast avec une vidéo pas intéressante ou un headliner, tu sais, une bande ondulante sur leur vidéo, pourrait quand même être écouté sur YouTube. Donc on a l'impression que YouTube essaye un peu tout en ce moment pour voir comment ils peuvent raccrocher le phénomène du podcast. Ouais, mais ce test-là a été fait dans l'idée d'aller chercher encore plus le marché mobile et le marché automobile. Maintenant que toutes ces plateformes-là ont ça. Mais je reviens sur un truc qui avait été mentionné par Philippe et je trouve ça intéressant. Quand on parle il y a l'essai de YouTube Music d'intégrer le podcast à l'intérieur, il faut quand même rappeler que autant chez Apple que chez Spotify, deux bonnes plateformes qui fonctionnent bien dans le domaine du podcast, c'est la façon qu'ils ont pris de faire. Dans la même interface, on retrouve à la fois la musique et le podcast. Apple est arrivé beaucoup plus tôt que Spotify, mais c'est en effet le cas et c'est intéressant de voir que. Alors après, ce qui me posait, j'avais vraiment cette question et là cet article répond à ma problématique que j'avais et d'ailleurs c'était prévu que j'en parle dans Podcast Magazine numéro 3, donc j'en parlerai quand même. C'est le fait que la pub, parce que YouTube, c'est quand même les champions de l'ad insertion. Ils nous obligent à manger de la pub quand on veut pas. Et en plus, on la regarde en général, donc ça marche plutôt bien. Quand en plus tu diffuses ça sur ta télé, t'as l'impression d'être carrément sur de la TNT, de la télévision numérique terrestre. Donc c'est quand même impressionnant. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils bypassent le truc. En gros, vous avez de la publicité en insertion dynamique, vous passez pas par nous, vous serez pas sur YouTube, ou alors si vous êtes sur YouTube, vous uploadez votre MP3 qui sera ensuite transformé en MP4. Faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'on transforme un MP3
à nouveau en du MPEG. Donc déjà, la transformation en termes de qualité, bon, on y perd un peu, sauf si on est en 320 à la rigueur, kilobits, je veux dire. Enfin, c'est pas tout le monde qui diffuse en 320. Là. Non, mais ça, je vous conseille. Surtout que les plateformes ne le conseillent pas. Si vous envoyez sur YouTube, au moins ayez un original, un MP3. Donc, pardon de te couper, mais ça veut dire qu'il faut aussi, en termes d'extraction de ton fichier après ton montage, avoir un montage en je sais pas combien vous le faites vous, mais en moins de 200 et avoir un montage en 320 pour aller sur YouTube. Donc déjà, il faut que tu exportes tes fichiers sous deux formats différents. Ouais, le MPEG ne supporte pas la recompression en MPEG. Hein. Donc, quand on passe à un MP3 et qu'il a déjà été compressé et que derrière on le rebalance en MP4, déjà on perd un peu en qualité. Après, ils ont des algorithmes qui sont quand même très très balèzes, hein, YouTube. Donc, ils arrivent à faire quand même une très bonne, à encapsuler l'audio de manière, à encoder l'audio vraiment de très très bonne manière. Mais c'est vrai que derrière, ça pose des questions aussi, puisque le fichier que vous allez envoyer MP3 ou votre audio que vous allez mettre sur YouTube, eh bien, il va comprendre les publicités. Et là, YouTube ne pourra rien faire. C'est le seul moyen pour contourner un peu la publicité de YouTube, c'est de faire en sorte que vos publicités, vous ne fassiez plus de publicité dynamique, mais par contre, vos host reads, vous les mettez dans votre fichier audio, qui est de moins en moins facile parce que de plus en plus d'hébergeurs intègrent cette capacité à faire du host read dynamique. C'est pas que c'est de moins en moins facile, c'est que c'est plus facile effectivement, comme tu dis, de faire de l'insertion dynamique de l'insertion du message. Oui, si c'est du sponsoring, parce on va que dire. Tu peux le retirer, tu peux le retirer Exactement. aussi, c'est ça le bénéfice. Ceci dit, j'ai regardé, vous vous en doutez, plusieurs études récentes sur la question du host read et je sais pas si nos auditrices le savent, mais le host read, c'est encore le premier moyen de publicité dans l'univers du podcast. On entend énormément d'insertions en programmatique, et donc on a l'impression que la programmatique, c'est le maître parce que c'est sur les gros podcasts. C'est ça. Et en fait, pour l'instant, l'apport financier le plus important dans l'univers du podcast repose sur le host read. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça pose deux questions, Philippe. C'est que, au fond, c'est peut-être pas tant le débat audio-vidéo qui va trancher la question du podcast sur YouTube. C'est peut-être aussi la question technique d'où est-ce qu'on part en termes d'hébergeurs. Et puis moi, ça m'interpelle sur autre chose. C'est ça, sur comment on va gérer la question publicitaire. Et ça, c'est vraiment la clé de tout, évidemment, parce que si on se retrouve avec des publicités qui nous sont mises dans la gorge sur YouTube, comme elles sont mises dans la gorge de certains YouTubeurs et YouTubeuses, on va peut-être avoir moins de plaisir à y aller. Parce qu'on parlait beaucoup de découvrabilité, on dit oui, YouTube, c'est vraiment l'univers de la découvrabilité, etc. C'est pas faux, mais si le prix à payer, c'est de se retrouver, quand tu veux monétiser, avec de la publicité qui t'est problématique. En fait, c'est la condition. C'est-à-dire que si tu veux monétiser, tu vas avoir de la pub qui va rentrer et qui va, en plus, ça se trouve, elle va tomber au milieu de ton host read. Ouais. Parce que c'est terrible ça, ouais. Ah non, mais c'est pour ça que là, on est dans une situation où YouTube prend la main et en plus vous permet d'avoir un flux RSS et importe tous vos contenus, les enregistre, les transforme en MP4. C'est quand même là, c'est quand même énorme. Hein. Ça veut dire qu'il devient hébergeur et que derrière vous n'avez plus les statistiques non plus, puisqu'il ne va pas chercher le fichier sur le serveur. Il y a tout l'enjeu de l'hébergement. Ça, c'est vrai que on voit bien. Et c'est pour ça qu'ils vont se planter. Tu crois qu'ils vont se planter ? Non, moi j'ai pas l'impression qu'ils vont se planter. Ils vont pas se planter pour les youtubeurs, parce que les youtubeurs ils s'en foutent. Mais ils vont se planter pour tous les autres podcasteurs. Et en effet, la majorité, c'est ceux qui ont le plus d'auditeurs, de téléspectateurs, c'est les YouTubeurs. J'en reviens toujours pas qu'on ait cette discussion sans cesse, et je parle pas entre nous, mais dans l'univers du podcast, j'en reviens toujours pas qu'on ait toujours cette discussion de la vidéo, il faut faire de la vidéo, faut ça. Ce qui m'étonne, c'est que au fond, c'est assez clair, c'est que si tu veux faire un contenu audio super pointu, super d'une qualité exceptionnelle et dans laquelle tu vas innover. Tu parlais tout à l'heure, Philippe, du fait que dans les festivals, on a souvent
une catégorie ou un type ou un archétype de production de podcast ou de réalisation de podcast, et que des fois, et c'est valable pour tous les festivals, ça manque de variété, on est souvent sur un angle en particulier. Mais c'est ça la richesse du podcast, c'est d'avoir des contenus qui soient très nichés, très recherche en termes de... Mais ça ne t'empêche pas. Eux, ils n'ont pas besoin d'argent. Je sais, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire la même chose avec la vidéo. Il y a des gens qui aujourd'hui sont en réflexion sur la façon dont ils vont être filmés, sur le montage, qui sont super pointus d'ailleurs. Tu le vois, les vidéos de YouTube qui fonctionnent très très bien, c'est des montages hyper pointus, hyper rapides, c'est des changements de plan. Enfin, le plus pointu, si tu prends l'exemple en vidéo du podcast en audio, c'est Vimeo. Hein. Oui, par exemple, oui, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, tous ces gens qui travaillent super fort sur l'aspect de l'image, ils n'auraient pas forcément à y gagner, à se vouloir s'insérer dans le milieu du podcast, parce qu'ils sont déjà au top dans le milieu de la vidéo. Pourquoi tu continues pas à être au top là où tu es? Et j'en dirais autant pour les gens de l'audio, ceci dit. C'est intéressant que tu dises ça, parce que depuis il y a 2 ans, on sent la vague de YouTubers qui s'en vont vers le podcast, qui ajoutent ça à leur offre parce que c'est justement plus simple à être fait, et eux veulent faire partie de cette vague-là, et se trouvent d'autres commanditaires qui vont embarquer avec eux. Quand tu fais le chemin inverse, c'est beaucoup plus simple. Hein? Quand ça fait des années que tu fais de la grosse production, que tu as investi dans un studio, de tout simplement allumer les 2 micros, de mettre la caméra qui t'enregistre pour ceux qui veulent regarder la version vidéo de la conversation que tu as avec ton invité, c'est simple. Toute l'installation est là. Ouais. Et ils ont déjà la mécanique. Alors là, ils balancent ça sur l'audio et ça finit là. C'est d'une simplicité oui, pour eux. Et je vais en profiter pour plugger un studio qui a eu la gentillesse de m'accueillir pour un petit enregistrement pendant que j'étais à Paris, et qui nous a vraiment qui nous a déroulé le tapis rouge grâce à toi, Philippe, puisque je crois que c'est un ami à toi. Mais je veux quand même remercier le studio podcast. Alors c'est très facile, c'est studiopodcast.fr. Ils ont quand même été fortiches au niveau du choix du nom. Et ils ont été rapide. Ouais, c'est la compagnie Sonacom qui a des studios de podcast qui sont extraordinaires, qui sont alors d'une qualité incroyable et d'une beauté aussi. C'est quand même chouette d'enregistrer dans des beaux studios, dans des studios qui ont été conçus vraiment avec goût. C'est super élégant, la qualité sonore est incroyable, l'équipe est vraiment adorable. Je veux leur passer un petit bonjour, un petit coucou, les remercier, mais aussi signaler que justement, quand tu as un studio comme ça, dans lequel tu as des micros, tout team, là, la totale, mais que tu as aussi du matériel vidéo, rien n'empêche de faire de la captation vidéo et de l'utiliser après pour la promo. Et moi, je crois que c'est ça le meilleur bénéfice de ce qu'on peut faire quand on est un podcasteur, c'est d'être capable d'utiliser de la vidéo pour faire la promo de son podcast. Et j'ai l'impression que c'est ça la véritable tendance à laquelle il faut vraiment s'intéresser. Ouais, après, c'est une question d'organisation. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai fait l'interview pour l'interview principale de Podcast Magazine 3 dans les studios de Dom, qui est de Sonacom, qui sont vraiment magnifiques. Et tu vois, j'avais pas je précise, ils sont juste à la porte de Paris. Ils sont très bien situés. Ouais. Et puis c'est vraiment super. C'est vraiment des pros. J'avais pas averti forcément qu'on allait être filmé. Ils ont vu les caméras et en fait, elles ont eu un peu peur, quoi. C'est pas parce que elles s'étaient pas préparées. Tu vois, le problème c'est que dès que tu enclenches la caméra, tu vois, c'est que ce soit homme ou femme, t'es pas coiffé, t'as pas pris le bon truc, t'as pas la bonne chemise. Ça, si tu cales pas bien ça en amont, et en général quand tu le cales en amont, les gens sont c'est pas, tu vois, il y a des gens qui préfèrent être uniquement en audio et qui ne veulent pas être filmés. Et ça, on l'a vu en radio d'ailleurs. Hein. Oui. Beaucoup de gens qui viennent en radio, à Radio France ou dans d'autres radios, refusent d'être filmés et les caméras doivent aller ailleurs. C'est drôle ce que tu dis parce que, écoute, après toutes ces années de télé où j'ai fait des interventions à la télé et à la radio et en podcast, tu me fais réaliser quelque chose que j'ai souvent identifié, c'est que en télévision, tu dois toujours être conscient
de beaucoup plus de paramètres que tu ne l'es à la radio, par exemple. Tu dois gérer ton image, tu dois gérer ta posture, tu dois gérer ton positionnement par rapport à la caméra. Tu le sais, Bruno, t'es à la télévision française toutes les semaines. Mais c'est important. Même si t'es devant une caméra chez toi, il reste que quand t'es sur un plateau de télé ou quand t'es devant une caméra, ta capacité à délivrer ton message n'est pas la même parce que tu es concentré sur un nombre de paramètres vachement importants qui sont pas forcément d'ailleurs les plus essentiels, mais qui gèrent, qui interviennent dans ton message. Quand tu es à la radio, ce qu'on appelle la contrainte de l'image. Quand tu es à la radio, c'est déjà autre chose. T'as déjà un sentiment de t'adresser plus individuellement, plus à un groupe, tu vois, d'avoir moins ces problématiques à gérer. Puis je parle même pas d'être bien habillé, d'avoir les cheveux bien coiffés et tout ça. Je parle juste de ta posture, du fait que tu te concentres plus sur le message. Et quand on est au podcast, c'est une coche encore au-dessus, à mon avis, surtout quand on fait de la narration ou qu'on fait comme toi, Bruno, des fois des chroniques ou des choses comme ça. On est 100% focus sur le message. Et ça, c'est ce qui fait encore une fois la différence avec les autres formes de communication. Et je pense que l'anonymat est quelque chose qui, c'est important, c'est vrai, donne encore plus de valeur au podcast et à la radio aussi, quelque part, parce que le fait qu'on soit filmé, d'un seul coup, on n'est pas anonyme. Et la grosse différence entre les deux, c'est ça, c'est l'anonymat. Ouais, c'est pas faux. Et tu te livres beaucoup plus quand tu es anonyme. C'est quand tu rencontres quelqu'un dans un bar, que tu sais que tu vas jamais le revoir, tu peux lui raconter des trucs sur ta vie incroyables, et ça nous est tous arrivé. Alors que quand tu parles à quelqu'un que tu connais, tu vas lui dire la moitié de ce que tu as dit à cette personne, alors que tu sais, ça se trouve, c'est ton voisin demain. Mais personnellement, Philippe, je te conseille de faire attention à ce que tu dis dans un podcast, parce que c'est enregistré et distribué. C'est sûr que dans ta région, avec l'alcool qui coule à flot, on vient vite à parler. On n'y pense pas assez, je pense. Non, mais c'est vrai. Nous, on a des voix reconnues, mais c'est vrai que l'anonymat permet au podcast de se livrer vachement plus, et il y a beaucoup de podcasts qui ne donnent que les prénoms. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis quelque part, il y a cette, on va pas reparler de la question de l'intimité. Là, c'est devenu vraiment un poncif de dire c'est le média de l'intime, etc. Ça me fatigue même de revenir encore là-dessus. Mais il y a effectivement le fait que tout le monde peut parler, avoir une voix, avoir sa propre voix, et ça c'est quand même un truc de liberté, je trouve, exceptionnel, je sais pas si on en a déjà parlé, mais quand il y a eu vraiment l'émergence du podcast ces dernières années, moi ça m'a beaucoup fait penser à la période des radios libres dans les années 80 et quelques en France, où ça a été une véritable explosion. Les gens s'installaient dans leur sous-sol avec 2-3 micros bricolés, un transmetteur, et allez, on partait, on balançait de la radio, et on vivait une aventure. Et on vit encore cette aventure. Ouais, mais on s'entend que dans les années 80, quand il y a eu ce boom-là en France, il y avait quand même une lourdeur. Il fallait que tu t'achètes un émetteur, une antenne, oui. Tout ça. Il y avait un critère technique qui était quand même pas... Mais 2000 stations quand même en un an. Mais moi, tu vois, le parallèle que je fais, c'est beaucoup plus avec l'arrivée de l'Internet et du blog, où là, à partir de ce moment-là, n'importe qui... oui, c'est toi qui me parles des années 80. Mais donc, c'est ça. C'est à partir de ce moment-là que ceux qui voulaient s'exprimer avaient le droit de publier à travers la planète comme un média écrit pouvait le faire par le passé. Et moi, c'est un parallèle beaucoup plus près. Mais évidemment, si on a avec la voix, c'est sûr que l'époque de la radio libre en France... est quelque chose qui peut nous venir en tête. Alors, on parlera plus du média de l'intime, mais on parlera du média de la liberté, de la possibilité de s'exprimer. Messieurs, je pense qu'on n'a pas épuisé le sujet de YouTube, parce qu'il va nous en donner... Mais il y avait un truc, par exemple, que je voulais ajouter, parce que... Philippe a réussi à... dit que tu allais pousser. Mais Philippe a réussi vraiment à sortir la plupart des points que tu voulais que je voulais émettre par rapport à YouTube. Il a lu tes fiches. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'arrête de lui envoyer mon matériel avant l'émission. Mais le truc que je voulais rajouter, parce que ça, on n'en a pas parlé, le problème avec le fait que YouTube réencode et héberge notre matériel sur sa plateforme, c'est tout le volet de l'analytique. Parce que jusqu'à maintenant, avec le fameux fil RSS, qui a ses torts et qui a ses qualités, on avait quand même un certain suivi. Même si Apple nous en donne qu'un peu, va nous donner les chiffres des gens qui sont abonnés, pas les kidams. Mais bon, on pouvait arriver, puis Spotify arrivait aussi à générer des trucs.
Sauf que là, avec YouTube, tout est sur YouTube. Et il faut fonctionner avec ces chiffres. Alors, ça aussi. Puis en plus, faut garder en tête que les chiffres de YouTube, ils sont pas compatibles avec les normes publicitaires IAB et autres. Exactement. Ouais. Alors, ça aussi, si tu veux commercialiser, monétiser ta production, il va y avoir des irritants là aussi. Et ce sera pas possible parce que donc tu seras obligé d'avoir des statistiques YouTube et des statistiques autres audio sur des autres plateformes. Et Apple et Spotify. Ça devient vite un casse-tête. Oui, déjà que les autres. Et alors qu'on voit que Apple et Spotify commence à lâcher un peu du lest sur les statistiques, notamment Spotify. Non, mais c'est vrai, c'est tout petit. Non, mais il commence tellement qu'on pourrait dire qu'il débute. Oui, il débute. Non, mais c'est tout petit là, mais par rapport à tout ce qu'il possède comme information, il commence à envisager l'idée du début, du commencement de penser à nous laisser accéder à nos propres statistiques. Alors, je vous parle pas le fait de nous payer pour diffuser nos contenus. On en est très très loin. En tout cas, messieurs. C'est toujours un plaisir de se retrouver, de discuter de toutes ces choses-là qui sont quand même assez essentielles parce que des fois je nous écoute et je me dis on est en train de parler de l'avenir d'un média qui prend sans cesse plus d'importance, plus de place dans l'univers de l'information, du divertissement et ça va à une telle vitesse que c'est vraiment utile d'avoir vos éclairages et de vous entendre nous parler de tout ça avec tout le recul nécessaire. D'autant plus que de plus en plus, tu es en train de penser, toi, de ton côté, à nous remplacer par des co-animateurs d'intelligence artificielle. Par Bruno GPT et Phil GPT. Alors, et je vais pas vous cacher que dans le hors-série que je suis en train de préparer... Il va y en avoir de l'intelligence artificielle, je te le dis, moi. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a certains studios de production que je ne nommerai pas, puisque vous découvrirez ça dans le hors-série, qui désormais sont quasi prêts à décliner des podcasts dans d'autres langues avec des clonages de voix pour justement arriver à attaquer les marchés à l'étranger sur les langues principales qui ne sont pas français, donc qui sont l'espagnol, l'anglais et avec des résultats assez surprenants. Ça c'est encore un sujet qui va nous occuper pendant un petit bout. Messieurs, avez-vous quelque chose à ajouter pour la défense de l'univers du podcast ? Non, votre honneur. Venez donc à Paris si vous le désirez début février. On a décidé, ça y est, de relancer le Paris Radio Show. Ça y est, on a acté la semaine dernière, jeudi, on a réuni les exposants. Alors, il y avait du beau monde, il y avait beaucoup d'acteurs et surtout une diversité assez large. Il y avait donc des agences, donc Groupe M, il y avait Médiamétrie, il y avait des exposants TDR, Towercast, Radio King, il y avait des acteurs du podcast. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'acteurs du podcast ? Parce que là, Philippe, il va falloir que tu vendes ta sauce. Ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile, tout simplement, et je peux pas vendre ma sauce puisque en fait les acteurs du podcast n'ont pas forcément fait confiance au salon en 2022 puisqu'il y avait très peu d'acteurs du podcast à part Audion et Edisound, Ocha et quelques autres qui sont venus. Il y avait 4-5 acteurs de l'univers du podcast là où en 2020 on était quasiment une trentaine d'exposants, je parle, de gens qui financent et qui aident et qui nous aident à organiser par ce biais-là activement. Aujourd'hui on va se retrouver dans un lieu qui est la Bellevilloise dans le 20e, qui est un très beau lieu culturel de concert et ça va permettre de pouvoir réunir entre 50 et 60 exposants. Il y a 2 espaces de conférence, donc vous pouvez compter bien entendu sur le fait que on veut réunir les podcasteurs et il y aura beaucoup de sujets de podcasts, mais on est limité en termes de place et on est limité en termes de conférences. Par contre, ça ne nous empêche pas de faire beaucoup de networking et de rencontres et il est prévu en effet qu'il y ait des rencontres et des meet-up entre podcasteurs et stations de radio parce que la synergie, il faut qu'elle prenne. Toi, c'est un de tes chevaux de bataille. Mais tu vois, j'en ai parlé encore avec un podcasteur hier, pas des moindres, puisque je peux même le nommer. Voilà, allez, voilà, on en a parlé avec Lorenzo du studio Paradiso. Paradiso Binge Audio. Si jamais Network. tu veux qu'on t'aide sur les noms ou la mémoire, tu nous fais signe. Et ça fait partie des questions dont il m'a parlé
pareil, j'étais assez surpris que ça vienne d'un podcast. Je sais que Joël Ronès Binge-Audio en avait déjà parlé, avait dit qu'il n'y avait pas assez de synergie avec les radios. Il avait même écrit des tribunes à ce niveau. C'était peut-être un peu tôt. Aujourd'hui, je pense que ça commence à être un peu mûr dans l'esprit des stations de radio. Donc, c'est peut-être le bon moment, enfin en février, pour nous retrouver tous ensemble et boire des coups et discuter en dehors des conférences et des sessions. Parce que c'est bien les conférences, mais c'est pas là où se passent les choses. Là où ça se passe, c'est la nocturne le soir avec les DJ et de la musique. Il y aura beaucoup de musique, il y aura beaucoup de trucs à boire. Et tu vois comment il sait vendre sa sauce finalement. Il n'y aura pas beaucoup de podcasts, mais il y aura beaucoup d'alcool. Alors venez nombreux et nombreuses. Alors, chers amis, on va se quitter sur cette conclusion pas tout à fait podcastique, mais quand même sympathique. Ça met fin à ce 24e épisode, mais avant qu'on en termine définitivement, j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de ce micro que j'ai essayé pour vous. On parle du SM7DB, qui est donc la nouvelle version du SM7B, qui est la version qui comprend un préampli en fait qui offre 18 dB ou 28 dB en interne directement dans le micro. Alors les petits réglages qu'on a dû faire et qui m'ont valu vos colibés, c'est que je me suis rendu compte qu'avec la Rodecaster Pro, c'était du très très fin réglage à partir du moment où on engageait le préampli du micro, parce que dès qu'on bouge vraiment les niveaux de la Rodecaster, les niveaux d'entrée de la Rodecaster, ça change complètement la donne. Est-ce que vous, du point de vue de l'audio, du retour audio, vous entendez le SM7B ou qu'est-ce qui se passe dans vos oreilles là? Oui, Bruno? Moi, je vais te dire que de tous les micros que tu as utilisés jusqu'à maintenant, c'est celui qui rend le plus fidèlement ta voix. Ouais, je dirais aussi que c'est à peu près l'impression. Alors pas au début, non, non, parce que ce qui se passait pour le public, il faut le dire, ce qui se passait, c'est qu'il y avait trop de gains. Donc il a fallu, et ça, je pense que c'est intéressant de l'expliquer, c'est qu'il a fallu vraiment ajuster, trouver le bon ajustement entre le gain du micro et le gain de la Rodecaster, parce que c'est un peu normal. Une fois qu'on l'a fait, après on n'a plus besoin de le refaire, mais c'était pas tout à fait simple à faire, parce que c'est vraiment dans le fin réglage. Mais donc vous trouvez que le son est vraiment le plus naturel, le rendu. Ouais, et puis on sent cette la texture du SM7 qui est quand même très reconnaissable en général parmi beaucoup de micros. Et en effet, moi, c'est celui qui me semble le plus naturel, en tout cas, de ceux que tu as testés. J'ai entendu une critique, et je vous la livre pour avoir votre avis là-dessus. J'ai entendu une critique de quelqu'un qui disait, oui, mais à quoi ça sert un SM7DB avec un préamp, dans la mesure où on peut ajouter des systèmes de préampli où on peut pousser sa console au maximum. Moi, j'ai l'impression que le SM7DB, là, ce nouveau modèle, il vise justement le public d'aujourd'hui, celui qui va acheter ce micro-là, qui est pas forcément très porté sur les réglages et qui veut d'entrée de jeu, et pas forcément en utilisant une console comme celle-là, mais qui veut d'entrée de jeu un micro qui va lui donner le gain auquel il s'attend. Non, mais en même temps, je suis désolé, mais quand tu regardes, quand tu as un SM7B et que tu regardes les vidéos sur YouTube des YouTubeurs qui utilisent des SM7B et qui t'expliquent qu'il faut prendre un cloud lifter, brancher le cloud lifter, ressortir le cloud lifter pour rentrer sur ta console, ensuite aller dans les pré-réglages et aller à... Non, mais c'est bon, quoi. Il y a un moment où, si tu veux... Ok, très bien, si tu veux vraiment avoir ton SM7B, mais là, ils l'intègrent dedans. Ils ont suivi un peu ce qu'avait fait Logitech avec leur micro. Le Blue Sona. Intégré le Blue Sona, où ils ont intégré. D'ailleurs, il serait intéressant maintenant de refaire un vrai test entre le SM7DB, comme on avait fait, et le Sona, pour véritablement voir quelle est la différence entre les deux. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il a une texture un peu plus profonde au niveau du SM7B, parce qu'ils ont gardé un peu c'est la patte, c'est ce qui fait la griffe vraiment du Shure SM7B. Bien sûr. Bon, messieurs, je vous remercie infiniment. Voilà qui met définitivement, en tout cas pour cet épisode, fin au podcastologue de numéro 24. Je vous remercie à vous, auditeurs, auditrices, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Vous le savez, c'est une production Ghostscript Media. Il est réalisé par l'excellentissime maestro Bruno Guglielminetti et moi-même. Je remercie notre partenaire Eddiesound, dont vous pouvez consulter le site sur eddiesound.com. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec toujours plus de sujets, toujours plus d'actualités. D'ici là, n'hésitez pas à dire en commentaire sur Apple Podcast et ailleurs tout le bien que vous pensez de cet épisode.
épisode, mettez des commentaires sur Spotify, c'est fait pour ça. Partagez tout ça autour de vous. Je vous dis à très bientôt et que l'audio soit avec vous. Et avec Et avec votre micro. Vous y arriverez un jour, les gars, vous y arriverez un jour.